Après presque une décennie de présidence républicaine aux États-Unis, quel bilan peut-on tirer de la politique étrangère américaine au Moyen-Orient? Plusieurs éléments ont forgé la réflexion puis l'action des États-Unis d'Amérique dans cette région. Le 11 septembre 2001, les Américains sont pour la première fois de leur histoire frappés directement sur leur sol. Ils se considèrent dès lors en guerre et leur gouvernement réagit en intervenant en Afghanistan avec un mandat des Nations Unies pour mettre hors d'état d'agir les auteurs de ces attentats. En mars 2003, toujours au nom de la lutte contre le terrorisme, et cette fois en recherchant les armes de destruction massive, soi-disant détenues par le régime irakien, les États-Unis lancent leurs troupes sur l'Irak, mais cette fois sans mandat de l'ONU. Dans les deux cas, Washington rencontre un succès, en tout cas militaire, puisque le régime des talibans en Afghanistan et la dictature de Saddam Hussein en Irak sont renversés rapidement. Mais derrière ces opérations militaires, il y a l'idée de l'administration Bush de bouleverser le statu quo au Moyen-Orient, et cette idée s'inscrit dans une initiative pour le Grand Moyen-Orient. Alors quelle est cette initiative? Voici les 27 États concernés par ce projet. Les 22 États membres de la Ligue arabe, plus Israël, la Turquie, l'Iran et même l'Afghanistan et le Pakistan, hors du Moyen-Orient. L'initiative pour le Grand Moyen-Orient a en fait plusieurs objectifs. Il y a d'abord un objectif économique et social. Cette carte nous montre les niveaux de revenus par habitant des pays concernés. Certains, comme Israël ou les monarchies du Golfe, ont des niveaux comparables, voire supérieurs aux pays de l'OCDE. D'autres, comme l'Afghanistan ou les territoires palestiniens, sont au contraire extrêmement pauvres. Les États de cette région ont donc des statuts très éloignés les uns des autres en matière d'éducation, d'emploi ou de niveau d'endettement. À Washington, on estime que la source de la violence radicale islamique se situe dans le retard de développement des sociétés arabes. Donc ce projet de Grand Moyen-Orient est avant tout politique, car pour Washington, cette région serait la source même du terrorisme. Ainsi, la réforme des sociétés musulmanes est au cœur de la stratégie antiterroriste des néoconservateurs. D'où ce calcul américain d'instaurer la démocratie à partir de l'Irak, en estimant qu'une théorie des dominos version démocratique pourrait pousser des régimes comme l'Égypte, l'Arabie saoudite, qui sont des alliés traditionnels des États-Unis, mais aussi la Syrie et l'Iran à se réformer. Voilà donc en deux mots les axes de ce projet de Grand Moyen-Orient, rendu public par Washington au sommet du G8 de Sea Island en juin 2004. Or, le projet va se révéler conceptuel et même totalement inapplicable. D'abord, comme le soulignent les Européens, le projet voit la région comme un ensemble, alors qu'en fait, elle a très peu d'unités. 27 États, quelques 600 millions d'habitants, avec des niveaux de développement très différents, on l'a vu, et des peuples différents, des Arabes, des Turcs, des Perses, des Kurdes, des Juifs, de nombreuses minorités, et évidemment, ces approches généralisantes ne sont jamais bonnes en géopolitique. Ensuite, il faut s'entendre sur ce que signifie démocratiser le Moyen-Orient. Le comportement américain ne peut nullement avoir valeur d'exemple. On se souvient des traitements infligés par des soldats américains aux détenus dans la prison d'Abu Ghraib en Irak, et à cela s'ajoutent des transports aériens illégaux de prisonniers opérés par la CIA. Cette carte que vous voyez là a été établie par le Conseil de l'Europe et elle montre les lieux utilisés par la CIA pour transférer des prisonniers après le 11 septembre au nom de la lutte contre le terrorisme, et ce, en dehors de tout cadre légal. Plusieurs villes dans le monde arabe et en Afghanistan sont d'ailleurs également concernées. La question de la démocratisation du Moyen-Orient est délicate, car si des élections libres avaient lieu dans les pays du monde arabe, les partis islamistes seraient majoritaires dans bien des cas. C'est fort probable en Égypte, et dans les territoires palestiniens, les élections de 2006 ont été remportées par le parti islamiste Hamas. Or, les États-Unis voient ce mouvement comme un acteur terroriste et ont boycotté le nouveau gouvernement palestinien, ce qui n'a fait qu'empirer encore un peu plus la situation des Palestiniens sur place. C'est là la troisième critique qu'on peut faire. Le conflit israélo-palestinien, qui est tout à fait central dans les facteurs d'instabilité régionale,
a été négligé par l'administration américaine sortante. 60 ans après la création d'Israël, les Palestiniens n'ont toujours pas d'État. Et depuis 2007, les territoires palestiniens se trouvent divisés entre, d'un côté, la bande de Gaza, qui est entièrement contrôlée par le Hamas, et de l'autre côté, la Cisjordanie, partiellement contrôlée par l'autorité palestinienne. Israël a fait construire un mur de séparation le long de la ligne verte qui prive la Cisjordanie d'une partie de son territoire de 1967, sans parler, évidemment, des colonies israéliennes dont la construction se poursuit en territoire palestinien. Alors on voit mal comment un État palestinien pourrait voir le jour en étant viable, et surtout d'ici la fin 2008, soit la fin du mandat du président Bush. Plus au nord, les États-Unis se sont penchés sur le cas du Liban. Ils ont fait adopter aux Nations Unies en 2004 la résolution 1559 avec l'aide de la France, exigeant le départ des troupes syriennes présentes dans ce pays. Et ce retrait de l'armée syrienne n'a pas résorbé les tensions au Liban, qui, au contraire, ont repris. Et si un accord a été trouvé en mai 2008 entre la majorité et l'opposition libanaise, c'est moins avec l'implication directe de la diplomatie des États-Unis qu'avec celle du Qatar. Ensuite, l'Irak. Le bilan est très lourd, et rappelons-nous que la menace irakienne a été volontairement exagérée par l'administration Bush. Ce pays ne possédait pas d'armes de destruction massive et n'avait pas de lien avec Al-Qaïda, alors que certains pays, comme l'Arabie saoudite, wahhabite, qui auraient pu être inquiétés après le 11 septembre, sont restés des alliés proches des États-Unis. Aujourd'hui, l'Irak est devenu un des États les plus instables au monde. Le clivage entre communautés sunnites et chiites est désormais ouvert, et les violences se développent au sein même de ces communautés. Le terrorisme, en fait, a retrouvé en Irak un terrain pour son propre développement, à la faveur de l'instabilité de ce pays. À cela s'ajoute bien entendu l'influence croissante de l'Iran, chiite, voisin, à la fois en Irak, mais aussi sur toute la région. Eh bien, c'est là le résultat paradoxal de l'interventionnisme de Washington dans cette région. Les États-Unis sont présents militairement en Afghanistan, en Irak. Ils ont procédé depuis 2001 à d'autres redéploiements militaires pour se rapprocher du théâtre du Moyen-Orient, où se trouvent plus de 60% des réserves mondiales de pétrole, et parce que Washington veut se garder une option militaire au cas où l'Iran se doterait de l'arme nucléaire. Or, cet encerclement américain, qui apparaît nettement sur la carte, n'empêche nullement l'Iran de tirer profit des bouleversements géopolitiques de la région. Téhéran se trouve aujourd'hui débarrassé du régime des talibans à l'est, de celui de Saddam Hussein à l'ouest. Les chiites que l'on voit sur cette carte à l'échelle régionale et qui sont majoritaires en Irak ont désormais le pouvoir dans ce pays. Eh bien, tout cela favorise les intérêts de l'Iran, puissance chiite de la région. Cette guerre américaine en Irak est coûteuse, elle est impopulaire, et avec 150 000 soldats américains déjà déployés en Irak, on voit mal comment Washington pourrait ouvrir un nouveau front, cette fois contre l'Iran. Et puis, plus à l'est encore, en Afghanistan, se trouvent près de 34 000 soldats et conseillers américains. Le gouvernement d'Hamid Karzai, mis en place par les États-Unis, ne contrôle qu'une faible partie du territoire, le reste étant sous contrôle des seigneurs de la guerre ou des talibans. Ceux-ci regagnent du terrain non seulement dans l'est et le sud de l'Afghanistan, mais désormais dans le reste du pays, ce qui est nouveau. On le voit, si on fait la géographie des interventions américaines, militaires ou diplomatiques, il est tout de même difficile de trouver des succès évidents dans cette région. L'héritage va être lourd pour le futur président des États-Unis. Celui-ci s'en tiendra peut-être aux principes classiques de la politique américaine au Moyen-Orient, à savoir sécurisation des approvisionnements pétroliers, primauté des relations avec Israël, mais aussi avec l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Turquie, tentative de relancer le dialogue avec l'Iran, et puis enfin, suite des efforts pour faire évoluer vers la démocratie des régimes qui, pour la plupart, restent autoritaires. Sur cette région, vous pouvez lire le livre de Charles David, L'échec américain en Irak, 5 ans plus tard, aux éditions Septentrion, de Richard Labévière, Le grand retournement, aux éditions du Seuil,
et puis une histoire de la violence au Moyen-Orient, de la fin de l'Empire ottoman à Al-Qaïda, aux éditions La Découverte. L'administration Bush de bouleverser le statu quo au Moyen-Orient, et cette idée s'inscrit dans une initiative pour le Grand Moyen-Orient. Alors quelle est cette initiative? Voici les 27 États concernés par ce projet. Les 22 États membres de la Ligue arabe, plus Israël, la Turquie, l'Iran et même l'Afghanistan et le Pakistan hors du Moyen-Orient. L'initiative pour le Grand Moyen-Orient a en fait plusieurs objectifs. Il y a d'abord un objectif économique et social. Cette carte nous montre les niveaux de revenus par habitant des pays concernés. Certains, comme Israël ou les monarchies du Golfe, ont des niveaux comparables, voire supérieurs aux pays de l'OCDE. D'autres, comme l'Afghanistan ou les territoires palestiniens, sont au contraire extrêmement pauvres. Les États de cette région ont donc des statuts très éloignés les uns des autres en matière d'éducation, d'emploi ou de niveau d'endettement. À Washington, on estime que la source de la violence radicale islamique se situe dans le retard de développement des sociétés arabes. Donc ce projet de Grand Moyen-Orient est avant tout politique, car pour Washington, cette région serait la source même du terrorisme. Ainsi, la réforme des sociétés musulmanes est au cœur de la stratégie antiterroriste des néoconservateurs. D'où ce calcul américain d'instaurer la démocratie à partir de l'Irak, en estimant qu'une théorie des dominos version démocratique pourrait pousser des régimes comme l'Égypte, l'Arabie saoudite, qui sont des alliés traditionnels des États-Unis, mais aussi la Syrie et l'Iran à se réformer. Voilà donc en 2 mots les axes de ce projet de Grand Moyen-Orient, rendu public par Washington au sommet du G8 de Sea Island en juin 2004. Or, le projet va se révéler conceptuel et même totalement inapplicable. D'abord, comme le soulignent les Européens, le projet voit la région comme un ensemble, alors qu'en fait, elle a très peu d'unités. 27 États, quelques 600 millions d'habitants, avec des niveaux de développement très différents, on l'a vu, et des peuples différents, des Arabes, des Turcs, des Perses, des Kurdes, des Juifs, de nombreuses minorités, et évidemment, ces approches généralisantes ne sont jamais bonnes en géopolitique. Ensuite, il faut s'entendre sur ce que signifie démocratiser le Moyen-Orient. Le comportement américain ne peut nullement avoir valeur d'exemple. On se souvient des traitements infligés par des soldats américains aux détenus dans la prison d'Abu Ghraib en Irak, et à cela s'ajoutent des transports aériens illégaux de prisonniers opérés par la CIA. Cette carte que vous voyez là a été établie par le Conseil de l'Europe. Israël a fait construire un mur de séparation le long de la ligne verte qui prive la Cisjordanie d'une partie de son territoire de 1967, sans parler, évidemment, des colonies israéliennes dont la construction se poursuit en territoire palestinien. Alors on voit mal comment un État palestinien pourrait voir le jour en étant viable, et surtout d'ici la fin 2008, soit la fin du mandat du président Bush. Plus au nord, les États-Unis se sont penchés sur le cas du Liban. Ils ont fait adopter aux Nations Unies en 2004 la résolution 1559 avec l'aide de la France, exigeant le départ des troupes syriennes présentes dans ce pays. Et ce retrait de l'armée syrienne n'a pas résorbé les tensions au Liban, qui, au contraire, ont repris. Et si un accord a été trouvé en mai 2008 entre la majorité et l'opposition libanaise, c'est moins avec l'implication directe de la diplomatie des États-Unis qu'avec celle du Qatar. Ensuite, l'Irak. Le bilan est très lourd, et rappelons-nous que la menace irakienne a été volontairement exagérée par l'administration Bush. Ce pays ne possédait pas d'armes de destruction massive et n'avait pas de lien avec Al-Qaïda, alors que certains pays, comme l'Arabie saoudite, wahhabite, qui auraient pu être inquiétés après le 11 septembre, sont restés des alliés proches des États-Unis. Et elle montre les lieux utilisés par la CIA pour transférer des prisonniers après le 11 septembre au nom de la lutte contre le terrorisme, et ce, en dehors de tout cadre légal. Plusieurs villes dans le monde arabe et en Afghanistan sont d'ailleurs également concernées.
La question de la démocratisation du Moyen-Orient est délicate, car si des élections libres avaient lieu dans les pays du monde arabe, les partis islamistes seraient majoritaires dans bien des cas. C'est fort probable en Égypte, et dans les territoires palestiniens, les élections de 2006 ont été remportées par le parti islamiste Hamas. Or, les États-Unis voient ce mouvement comme un acteur terroriste et ont boycotté le nouveau gouvernement palestinien, ce qui n'a fait qu'empirer encore un peu plus la situation des Palestiniens sur place. C'est là la troisième critique qu'on peut faire. Le conflit israélo-palestinien, qui est tout à fait central dans les facteurs d'instabilité régionale, a été négligé par l'administration américaine sortante. 60 ans après la création d'Israël, les Palestiniens n'ont toujours pas d'État. Et depuis 2007, les territoires palestiniens se trouvent divisés entre, d'un côté, la bande de Gaza, qui est entièrement contrôlée par le Hamas, et de l'autre côté, la Cisjordanie, partiellement contrôlée par l'autorité palestinienne. Après presque une décennie de présidence républicaine aux États-Unis, quel bilan peut-on tirer de la politique étrangère américaine au Moyen-Orient? Plusieurs éléments ont forgé la réflexion puis l'action des États-Unis d'Amérique dans cette région. Le 11 septembre 2001, les Américains sont pour la première fois de leur histoire frappés directement sur leur sol. Ils se considèrent dès lors en guerre et leur gouvernement réagit en intervenant en Afghanistan avec un mandat des Nations Unies pour mettre hors d'état d'agir les auteurs de ces attentats. En mars 2003, toujours au nom de la lutte contre le terrorisme, et cette fois en recherchant les armes de destruction massive, soi-disant détenues par le régime irakien, les États-Unis lancent leurs troupes sur l'Irak, mais cette fois sans mandat de l'ONU. Dans les deux cas, Washington rencontre un succès, en tout cas militaire, puisque le régime des talibans en Afghanistan et la dictature de Saddam Hussein en Irak sont renversés rapidement. Mais derrière ces opérations militaires, il y a l'idée de l'ANMI, mais aussi la Syrie et l'Iran à se réformer. Voilà donc en deux mots les axes de ce projet de Grand Moyen-Orient, rendu public par Washington au sommet du G8 de Sea Island en juin 2004. Or, le projet va se révéler conceptuel et même totalement inapplicable. D'abord, comme le soulignent les Européens, le projet voit la région comme un ensemble, alors qu'en fait, elle a très peu d'unités. 27 États, quelques 600 millions d'habitants, avec des niveaux de développement très différents, on l'a vu, et des peuples différents, des Arabes, des Turcs, des Perses, des Kurdes, des Juifs, de nombreuses minorités, et évidemment, ces approches généralisantes ne sont jamais bonnes en géopolitique. Ensuite, il faut s'entendre sur ce que signifie démocratiser le Moyen-Orient. Le comportement américain ne peut nullement avoir valeur d'exemple. On se souvient des traitements infligés par des soldats américains aux détenus dans la prison d'Abu Ghraib en Irak, et à cela s'ajoutent des transports aériens illégaux de prisonniers opérés par la CIA. Cette carte que vous voyez là a été établie par le Conseil de l'Europe et elle montre les lieux utilisés par la CIA pour transférer des prisonniers après le 11 septembre au nom de la lutte contre le terrorisme, et ce, en dehors de tout cadre légal. Plusieurs villes dans le monde arabe et en Afghanistan sont d'ailleurs également concernées. La question de la démocratisation du Moyen-Orient est délicate, car si des élections libres avaient lieu dans les pays du monde arabe, les partis islamistes seraient majoritaires dans bien des cas. C'est fort probable en Égypte, et dans les territoires palestiniens, les élections de 2006 ont été remportées par le parti islamiste Hamas. Or, les États-Unis voient ce mouvement comme un acteur terroriste et ont boycotté le nouveau gouvernement palestinien, ce qui n'a fait qu'empirer encore un peu plus la situation des Palestiniens sur place. C'est là la troisième critique qu'on peut faire. Le conflit israélo-palestinien, qui est tout à fait central dans les facteurs d'instabilité régionale, a été négligé par l'administration américaine sortante. 60 ans après la création d'Israël, les Palestiniens n'ont toujours pas d'État.
Et depuis 2007, les territoires palestiniens se trouvent divisés entre, d'un côté, la bande de Gaza, qui est entièrement contrôlée par le Hamas, et de l'autre côté, la Cisjordanie, partiellement contrôlée par l'autorité palestinienne. Israël a fait construire un mur de séparation le long de la ligne verte qui prive la Cisjordanie d'une partie de son territoire de 1967, sans parler, évidemment, des colonies israéliennes dont la construction se poursuit en territoire palestinien. Alors on voit mal comment un État palestinien pourrait voir le jour en étant viable, et surtout d'ici la fin 2008, soit la fin du mandat du président Bush. Plus au nord, les États-Unis se sont penchés sur le cas du Liban. Ils ont fait adopter aux Nations Unies en 2004 la résolution 1559 avec l'aide de la France, exigeant le départ des troupes syriennes présentes dans ce pays. Et ce retrait de l'armée syrienne n'a pas résorbé les tensions au Liban, qui, au contraire, ont repris. Et si un accord a été trouvé en mai 2008 entre la majorité et l'opposition libanaise, c'est moins avec l'implication directe de la diplomatie des États-Unis qu'avec celle du Qatar. Ensuite, l'Irak. Le bilan est très lourd, et rappelons-nous que la menace irakienne a été volontairement exagérée par l'administration Bush. Ce pays ne possédait pas d'armes de destruction massive et n'avait pas de lien avec Al-Qaïda, alors que certains pays, comme l'Arabie saoudite, wahhabite, qui auraient pu être inquiétés après le 11 septembre, sont restés des alliés proches des États-Unis. Aujourd'hui, l'Irak est devenu un des États les plus instables au monde. Le clivage entre communautés sunnites et chiites est désormais ouvert et les violences se développent au sein même de ces communautés. Le terrorisme, en fait, a retrouvé en Irak un terrain pour son propre développement à la faveur de l'instabilité de ce pays. À cela s'ajoute bien entendu l'influence croissante de l'Iran, chiite, voisin, à la fois en Irak, mais aussi sur toute la région. Initiative pour le Grand Moyen-Orient. Alors quelle est cette initiative ? Voici les 27 États concernés par ce projet. Les 22 États membres de la Ligue arabe, plus Israël, la Turquie, l'Iran et même l'Afghanistan et le Pakistan hors du Moyen-Orient. L'initiative pour le Grand Moyen-Orient a en fait plusieurs objectifs. Il y a d'abord un objectif économique et social. Cette carte nous montre les niveaux de revenus par habitant des pays concernés. Certains, comme Israël ou les monarchies du Golfe, ont des niveaux comparables, voire supérieurs aux pays de l'OCDE. D'autres, comme l'Afghanistan ou les territoires palestiniens, sont au contraire extrêmement pauvres. Les États de cette région ont donc des statuts très éloignés les uns des autres en matière d'éducation, d'emploi ou de niveau d'endettement. À Washington, on estime que la source de la violence radicale islamique se situe dans le retard de développement des sociétés arabes. Donc ce projet de Grand Moyen-Orient est avant tout politique, car pour Washington, cette région serait la source même du terrorisme. Ainsi, la réforme des sociétés musulmanes est au cœur de la stratégie antiterroriste des néoconservateurs. D'où ce calcul américain d'instaurer la démocratie à partir de l'Irak, en estimant qu'une théorie des dominos version démocratique pourrait pousser des régimes comme l'Égypte, l'Arabie saoudite, qui sont des alliés traditionnels des États-Unis, Après presque une décennie de présidence républicaine aux États-Unis, quel bilan peut-on tirer de la politique étrangère américaine au Moyen-Orient ? Plusieurs éléments ont forgé la réflexion puis l'action des États-Unis d'Amérique dans cette région. Le 11 septembre 2001, les Américains sont pour la première fois de leur histoire frappés directement sur leur sol. Ils se considèrent dès lors en guerre et leur gouvernement réagit en intervenant en Afghanistan avec un mandat des Nations Unies pour mettre hors d'état d'agir les auteurs de ces attentats. En mars 2003, toujours au nom de la lutte contre le terrorisme, et cette fois en recherchant les armes de destruction massive, soi-disant détenues par le régime irakien, les États-Unis lancent leurs troupes sur l'Irak, mais cette fois sans mandat de l'ONU. Dans les deux cas, Washington rencontre un succès, en tout cas militaire, puisque le régime des talibans en Afghanistan et la dictature de Saddam Hussein en Irak sont renversés rapidement.
Mais derrière ces opérations militaires, il y a l'idée de l'administration Bush de bouleverser le statu quo au Moyen-Orient. Et cette idée s'inscrit dans une initiative